Bonsoir, bienvenue dans le 12 minutes. Le week-end s'achève et le gouvernement fédéral a retrouvé le sourire. C'est sous les applaudissements de sa majorité que Charles Michel a fait sa déclaration de politique générale ce midi. Le Parlement a en fait été convoqué d'urgence ce dimanche après 5 jours d'attente et de crise politique. Le Premier ministre a détaillé les différentes réformes qu'il compte mener. L'opposition s'exprimera demain lors des débats. On épinglera cette phrase de Charles Michel qui nous promet un avenir plus optimiste. Nous voulons un avenir plus optimiste. Comme le disait Saint-Exupéry, il ne s'agit pas de prévoir l'avenir, mais de le rendre possible. Rendre possible un avenir plus optimiste, c'est pour cette raison, mesdames et messieurs les parlementaires, que le gouvernement vous demande votre confiance. Je vous remercie. Voilà pour le côté pile, mais côté face, on en a appris aujourd'hui un peu plus sur les coulisses de ces négociations budgétaires. Comment et pourquoi les blocages politiques des derniers jours ont tout à coup disparu. Il y a en fait un troc derrière l'accord. L'un des partenaires, le CDNV, a abandonné certaines réformes et en échange, les chrétiens démocrates flamands ont obtenu une solution dans un dossier important pour leurs électeurs. Il s'agit du dossier Arco. Explication, Laurent Rare. C'était le bras financier du mouvement ouvrier chrétien. Arco, un groupe coopératif, emporté dans la débâcle de la banque Dexia en 2011. Derrière Arco, près de 800 000 épargnants, essentiellement flamands. En 2011, le gouvernement Le Terme vole à leur secours. Il promet à chaque coopérateur une garantie publique de 100 000 €. Mais en 2014, la Commission européenne estime l'aide illégale. Quelques mois plus tard, au moment de sa formation, le gouvernement Michel s'engage à trouver une solution. Aujourd'hui à la Chambre, le Premier ministre annonce ceci. Over Arco wordt het regeerakkoord bevestigd in zaken het uitwerken van een werkzame regeling met het oog op de partiële schadeloosstelling van natuurlijke personen coöperanten, van erkende financiële coöperatieven. Op initiatief van de Commissie van Financiën zal een plan van aanpak worden opgemaakt. Er zal een taskforce worden opgericht om de uitwerking van de regeling te begeleiden. De operationele uitvoering zal worden opgestart in 2017. Des propos qui font réagir l'opposition. Certains parlent d'un cadeau fait au CDNV pour apaiser les tensions autour du budget. On sait que cette semaine, le CDNV a quand même été au centre de toute la crise, de toute la crisette, avec sa demande pour avoir une taxation des plus-values. Cette taxation-là n'est toujours pas là, mais on voit que soudainement, Arco revient dans la déclaration. Ce serait la compensation, ça ? Et ça a l'air d'être la compensation. Mais du côté du gouvernement, on relativise la portée de l'annonce faite par Charles Michel, qui s'inscrit dans l'accord gouvernemental. Direction les États-Unis, où le bras de fer entre les candidats démocrates et républicains s'intensifie. Comme presque chaque jour, Donald Trump a lâché sa petite phrase choc, soupçonnant cette fois sa rivale Hillary Clinton de se doper avant les débats. Derrière les caméras, les coups bas s'enchaînent également. Comme cette fuite de documents compromettants pour Hillary Clinton, il s'agit de textes des conférences qu'elle a données pour le compte de la grande banque Goldman Sachs. Aurélie Didier. Désormais sur Internet, sur le site Wikileaks, n'importe qui peut consulter ces documents. Ce sont les textes de 3 conférences d'Hillary Clinton, payées par la banque d'affaires Goldman Sachs en 2013. On y découvre les visions de l'ex-secrétaire d'État sur la finance. Ainsi, elle affirme qu'il faut freiner Wall Street et ses abus, notamment pour des raisons politiques. Si vous êtes un élu du Congrès, que des personnes dans votre circonscription perdent leur emploi et que partout dans la presse, il se dit que c'est la faute de Wall Street, vous ne pouvez pas rester assis et ne rien faire. Les textes des conférences de Clinton ne révèlent pas de déclarations scandaleuses, mais ils gênent quand même la candidate. Ils attirent une fois de plus l'attention sur ses liens avec le monde de la finance. Et Donald Trump rebondit sur la polémique. Hillary parle en secret avec Goldman Sachs, elle partage ses points de vue privés, puis elle vous ment, à vous, le public, dans ses meetings. Et Wikileaks embarrasse beaucoup Clinton, car le site dévoile d'autres documents depuis une semaine. Des emails de John Podesta, le directeur de campagne d'Hillary Clinton. On y découvre les coulisses de la campagne et les revirements de position de la candidate sur certains sujets. Du coup, Hillary Clinton affirme que ces révélations sont orchestrées par Wikileaks, Donald Trump, en collaboration avec la Russie. Nos services secrets viennent de déclarer il y a quelques jours
que le Kremlin, Vladimir Poutine et le gouvernement russe organisent ces attaques. Ils piratent des comptes e-mail de certains Américains pour influencer les élections. Et Wikileaks participe à cela. Donald Trump, la Russie et Wikileaks démentent ces accusations. Mais ces nombreuses fuites sont prises très au sérieux par la Maison-Blanche. L'administration américaine elle-même enquête sur le sujet. Elle accuse déjà Moscou d'interférer dans la campagne présidentielle américaine. En France aussi, les élections présidentielles approchent et c'est dans ce contexte politique que s'est tenue aujourd'hui à nouveau une manifestation contre le mariage homosexuel et pour la famille traditionnelle. Les rues de Paris ont vu défiler 24 000 personnes selon la police, 200 000 selon les organisateurs. Le mouvement de la manif pour tous s'essouffle. En fait, ils étaient 3 fois plus nombreux il y a 2 ans. Un autre thème anime davantage la campagne présidentielle française, c'est l'immigration. Aux portes de l'Europe, les migrants sont toujours aussi nombreux à risquer leur vie. À l'approche de l'hiver en mer Méditerranée, la tâche des sauveteurs s'avère de plus en plus délicate. Nous embarquons ce soir dans un des navires de sauvetage, l'Aquarius, des images commentées par Tristan Godard. Au loin, l'Aquarius aperçoit un navire de la marine irlandaise. À son bord, 129 réfugiés, dont 40 mineurs non accompagnés. Ils viennent d'être sauvés alors qu'ils naviguaient dans une embarcation précaire en bois. Ils devraient arrêter de tenter la traversée, c'est trop dangereux. Si nous n'étions pas dans les parages, ils mourraient. C'est vraiment dangereux, surtout pour les femmes et les enfants. Bonjour, vous venez d'où? À l'origine, l'Aquarius était un navire de protection de la pêche. Aujourd'hui, il est affrété par l'organisation SOS Méditerranée en partenariat avec Médecins sans frontières. Il a rejoint la mission Frontex depuis le mois de février, accumulant les sauvetages en mer. Nous les regardons dans les yeux, nous les touchons, nous les aidons, nous les pesons. C'est cela notre méthode. Quand je les aide à monter à bord, je peux sentir leur masse et savoir dans quelles conditions physiques ils se trouvent. Une fois sur le bateau, chaque nouvel arrivant passe un examen médical avant de choisir le pays dans lequel il souhaite commencer une nouvelle vie. Beaucoup choisissent l'Italie sans trop savoir où cela se trouve. Ces personnes n'ont aucune idée de ce qui les attend. Hier, une personne me demandait si c'était facile d'obtenir des papiers en Europe. Je me sentais tellement mal de briser ses espoirs et de lui expliquer que c'est terriblement difficile. Ceux qui travaillent sur l'Aquarius sont français, allemands, ghanéens, philippins ou encore russes et ukrainiens. Tous ont vu défiler des milliers de réfugiés et se demandent quand tout cela va s'arrêter. J'aimerais pouvoir dire que cela va se finir, mais on n'en sait rien. On est en octobre et on pensait que les traversées allaient diminuer à cause des conditions en mer, mais ce n'est pas le cas. Naviguant depuis 7 mois entre la Libye et la Sicile, l'Aquarius, uniquement financé par des donations privées, a permis de sauver plus de 4600 personnes. Un mot de sport et on part sous la chaleur torride du Qatar. Les championnats du monde de cyclisme se tenaient ce dimanche à Doha. Tom Bonnen rêvait du trophée, mais c'est Peter Sagan qui est monté sur la plus haute marche du podium, grâce notamment aux Belges. On voit cela avec Jonathan Ancio. Beaucoup décrié, ce championnat du monde à Doha au Qatar se tient sous sa forme initiale, 257 km, 36 degrés, une chaleur redoutée et redoutable qui donne lieu à des scènes improbables, à une recherche de fraîcheur aussi et des ravitaillements fréquents, mais pas toujours assurés par les coureurs. L'effort sera long et difficile, des chutes arrivent tôt, il faut pourtant rester lucide. Et dans cette atmosphère particulière, malgré la météo pas vraiment de chez nous, la Belgique excelle, les maillots bleus ornés du drapeau noir-jaune-rouge accélèrent. Ils profitent du vent, comme seuls les Belges sont capables de le faire. Une bordure tôt dans la course et un groupe d'une trentaine de coureurs, parmi eux Bonnen, Van Avermaet, Cavendish et Sagan. Les Allemands et les Français sont piégés, obligés de gaspiller de l'énergie. Mais ils ne reviendront pas, ils s'énervent d'ailleurs. Degenkolb, asperge de Buchereux, frustration optimale, lucidité envolée. Preuve de tout cela, il abandonne peu après, visiblement emprunté. Ces 83e championnats du monde se jouent au sprint. Côté belge, place donc à Tom Bonnen un beau cadeau au lendemain de son 36e anniversaire. Face au Cador,
Tommeke résiste, mais le Slovaque Peter Sagan est un extraterrestre. Le champion du monde sortant a profité du travail exceptionnel de l'équipe belge et s'offre une deuxième couronne mondiale d'affilée. Cavendish est deuxième, Boonen se console avec la médaille de bronze. Je suis très content d'être dans une équipe belge très très forte. Et on a pris notre responsabilité pour aujourd'hui. On a fait une course extraordinaire et aussi au final, on a contrôlé tout. Une belle réussite malgré tout, surtout que seuls 53 coureurs sur les 197 partants ont terminé l'épreuve. L'heure d'aller se coucher pour un repos bien mérité. En football, le leader de la Pro League, Zulte Waregem, a été battu sèchement cet après-midi 3-0 à la Gantoise. L'occasion rêvée pour Anderlecht de prendre la tête du championnat. C'est chose faite, Theodorczyk a littéralement libéré les Mauves en ouvrant le score in extremis à la 90e minute. Anderlecht devient leader à l'issue de cette 10e journée de championnat. Zulte est donc deuxième, Charleroi troisième. Un de plus, un prix de plus pour Nafissatou Thiam. L'athlète médaillée d'or à Rio a été désignée étoile montante de l'année 2016 par la Fédération européenne d'athlétisme. Elle a reçu son prix lors d'une soirée de gala au Portugal. Nafissatou pourrait devenir la nouvelle reine du heptathlon car cette semaine, sa rivale, la Britannique Jessica Ennis, a en fait annoncé la fin de sa carrière. La jeune Namuroise risque encore de faire vibrer la Belgique avec ses exploits. C'était vraiment un beau moment. Et pour terminer ce 12 minutes, c'est la tradition, l'image insolite. Chez nous, on se prépare à célébrer Halloween. Eh bien, au Japon, figurez-vous que c'est la fête des chats. À Tokyo se tenait aujourd'hui un festival de costumes de matou. Et dans ce cas-là, vous le voyez, les Japonais débordent d'imagination. Là-bas, le chat porte bonheur. Il existe même des bars à chats dans la capitale nippone. Des costumes amusants, mais qui pourraient en fait peut-être aussi servir chez nous pour Halloween. La suite des infos, c'est sur les 5 radios et sur le site internet de la RTBF. Tout de suite sur la 2, Heptaxi. Merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Belle soirée.